Ben oui, c'était pour Victoria. Ouais, j'avais... Je me mets là du coup, c'est bon ou... Mais là, mais peut-être ouais, peut-être. Ouais. Ça peut être, je vais la mettre dans le bureau. Si t'as de l'eau, c'est... Non mais tu peux prendre de l'eau là. Génial, non, t'inquiète pas. Ah, elle est belle cette affiche. C'est pas la fiche. Ah ouais, elle est très belle. Je crois que je vois où elle est l'affiche originale. C'est la... Ah, c'est rigolo. Ok. Je te donne un micro parce qu'on enregistre le son. Ok. Donc bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la boutique Potemkin. Alors pour ceux qui sont au fond, qui ne voient pas, est-ce que déjà vous nous entendez? Pas très bien. Oui, pas très bien. Alors là si on monte, ce qu'il y a c'est que ça on risque d'avoir de... Voilà. Mais si on donne un peu de la voix, ça va? Ouais. Oui d'accord. Là c'est interdit. Tu peux juste monter le petit bouton. Ouais. Oui. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Oui, là, c'est mieux. Et si vous voulez, ouais. Oui. Non, mais Justine, parle, toi. 1, 2, 1, 2. Ah, mais Justine, on l'entend. 1, 2. Je peux parler plus fort. Hein. Non, c'est bon. Je parle un peu du nez, je suis désolée. Mais... Ouais, mais si vous voulez, ouais, peut-être ils peuvent. Non, c'est trop s'il y a rien devant. Ouais, là, c'est vrai. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a fait un petit relais télé. Si voilà, vous avez l'image vers la télé là-bas au fond. Pour ceux qui sont au fond, qui ne voient absolument rien. Là, c'est bon. Bon, très bien. Bon, le problème technique est réglé. Donc bienvenue à toutes et à tous, on est très heureux de voir autant de monde à la boutique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la boutique, on existe depuis une quinzaine d'années, on est également éditeur de DVD et régulièrement on fait venir des réalisateurs, des critiques, des comédiens et on profite de sorties de livres, de DVD, de Blu-ray pour avoir un petit temps d'échange, de discussion. Et en général une petite heure, et puis après un temps de dédicace. Donc là, tu vois, Justine, il y a une pile. Ça, c'est pour toi. Ça marche, je m'en occupe. D'accord, ok, génial. Voilà. Les gens qui ne sont pas là, mais voilà. Ah ouais, c'est... Ah non, ça rigole pas du tout. Non, mais c'est hyper joyeux. Franchement, moi, je trouve ça hyper beau de voir autant de gens venir pour la sortie. Enfin, je trouve ça super chouette. Moi, j'adore ce lieu depuis, je dis, indépendamment même de... Avant que je fasse des films. Enfin, tout début que je faisais des films et tout, c'est un lieu qui m'impressionnait. Et qui me faisait un peu fantasmer, quoi. mais maintenant, t'es moins impressionné, t'es moins... Non, pas du tout. Non, mais je veux dire, j'ai des souvenirs de me dire, ah, j'aimerais bien m'acheter ça. Ah oui, d'accord. Mais on t'avait fait venir, donc, voilà, t'avais fait venir pour Victoria, pour la sortie. Je précise que j'ai fait des tests, hein, donc j'ai pas le Covid. Non, je précise parce que ça peut faire fuir absolument tout le monde. Non, je crois que... Non, mais voilà. Il n'y a pas de problème. Miasme, pas de... Donc tu étais venu pour Victoria, pour la sortie en DVD Victoria, oui. Je me rappelle, on était là, ouais, et je me rappelle que dans le public il y avait Arthur qui était là. Ah bon? Oui. Je et je me rappelle qu'il y avait une discussion, et puis à un moment la discussion s'était faite entre vous deux. Bon? Mais oui. D'accord. Mais okay. Oui. Et quand j'ai regardé les bonus et tout ça, j'ai retrouvé le dialogue continu qui Et moi j'ai pas vu en plus tous les bonus. J'ai vu, je sais ce que j'ai fait moi, mais... non, moi j'ai beaucoup bossé sur les scènes rajoutées, etc. Mais j'ai pas vu tous les gens qui parlent et tout. Il y a le DVD et le Blu-ray est super bien éditorialisé parce qu'il y a l'entretien que vous avez avec Arthur. Moi je les ai emmerdés vachement pour les scènes coupées, les scènes commentées et tout, parce que je leur ai dit, je trouve ça... Moi en tant que cinéphile, je sais que quand il y a des DVD ou des... qui sortent et qu'il n'y a rien dedans, qu'il y a juste une discussion, quoi, ça m'emmerde. Donc j'aime bien quand il y a des trucs un peu plus, tu vois, de la matière à l'intérieur, quoi. Mais c'est ce qui vient épaissir et puis nourrir tout ce qui est autour du film, parce que donc, on va parler du film. Oui, bien sûr. Mais première chose, déjà, je voulais avoir ton retour par rapport au film, au succès du film, quand même. Alors, déjà, par rapport à Cannes, ce qui s'était passé à Cannes, moi je t'avais tout de suite fait un petit mot parce que j'avais trouvé aussi ton intervention à propos et juste, et voilà. Je suis toujours étonné de voir les réactions aussi, la réaction est toujours... voilà. Mais ma question c'est...
qu'est-ce qu'un film, quel est le poids d'un film, parce qu'un film peut faire changer les choses, on peut changer, Ouais. voilà. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important pour toi un prix, quoi, quand même, d'avoir cette tribune-là? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Ouais, je pense que ça serait vraiment, pour le coup, un Graal, là. Ça serait justifié de dire ce mot-là. De dire que je m'en fiche d'un prix quand on sait à quel point ça peut changer la vie d'un film. J'ai vécu les deux. J'ai vécu de faire un film qui intéresse pas grand monde et un film qui intéresse comme ça beaucoup. Donc en fait, je vois très bien ce que ça fait que quand on sort un film et qu'il n'y a absolument aucune attention autour, et le fait de remettre ce prix, évidemment, a changé totalement la vie du film et un petit peu ma vie aussi. Ouais. Mais parce que ça t'a permis quoi, de le montrer aux quatre en du fait, monde, de voyager, ouais, concrètement, je suis très peu en France. Enfin, là, je reviens un tout petit peu, mais je voyage beaucoup pour la promo. Alors là, en ce moment, c'est beaucoup la promo des Oscars parce que malgré ce qui s'est passé en termes de sélection du film français représentant la France aux Oscars, puisque c'est pas nous. Mais en fait, on a la chance en fait que le film ait dépassé ces sélections-là pour être dans d'autres, enfin pour avoir en tout cas pour l'instant avant les Oscars d'autres sélections, le Golden Globe, etc. Donc je fais vachement de promo du film à l'étranger. Et puis, pardon, c'était ça la question? Ouais, c'était ça? Non. Oui, si. Ouais, voilà. Donc du coup c'est intéressant parce que c'est aussi comme, enfin moi les gens me parlent beaucoup d'eux en fait en voyant le film. Et donc du coup c'est intéressant suivant les pays aussi, la façon dont les gens parlent certaines choses et d'autres, enfin, c'est assez intéressant en fait. En tout cas, les gens majoritairement me disent, j'ai l'impression que vous avez mis une caméra dans ma cuisine, ou des micros dans ma cuisine, et que alors je parle évidemment de la scène de la dispute, mais parce que les gens se sentent, pas tous évidemment, mais certains un peu attrapés par cette scène intimement, on va dire. Non, et ce qui est intéressant aussi, moi ça me questionne toujours de voir un succès critique, parce que la critique a été assez unanime par rapport à ton film, et un succès public. Quand les deux se rencontrent, c'est quand même au final assez rare. Comment toi tu l'expliques? Pas comment tu le dis, mais comment tu l'expliques? Le paradoxe, c'est qu'il est très étrange pour Arthur et moi, parce qu'Arthur il partage aussi un peu ce succès, même s'il est en fabrication de son prochain film, donc il en a un peu marre, je pense qu'il me dit, il a hâte que ce soit... parce que là il est vraiment dans d'autres trucs. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un truc qui nous a vraiment dépassé, quoi. Parce que moi j'ai le souvenir de quand on écrivait ce film, on n'arrêtait pas de rigoler en se disant bon, il fera 0 entrée, mais après je ferai une série pour gagner de l'argent. Donc on n'arrêtait pas de dire, et puis Arthur me le disait, on savait que, moi je savais que je ne retravaillerais pas avec Virginie sur ce film. Donc on faisait des blagues là-dessus en disant bon, Sandra, on avait déjà eu toute la partie vraiment financière de ce film, était un peu inquiet du casting. On me disait, pas les producteurs, hein, mais autour en fait, ils me disaient bon, vous avez conscience que le casting n'a pas ramené grand monde en salle. Donc même si Sandra Hüller pouvait un peu exciter les cinéphiles, c'est vrai qu'ils avaient peur. Ils me disaient on voit pas trop, c'est assez sombre quoi. Donc, voilà. Après, et la langue anglaise aussi. Et la langue anglaise, donc il y avait une appréhension je pense au début. Après quand le scénario a été fini, c'est vrai qu'il y avait quand même une excitation, on a senti une excitation autour du scénario. Mais bon, on le sait, un scénario peut exciter les gens et puis après voilà, ça peut ne pas suivre. Et puis c'est vrai qu'on a été surpris, c'est-à-dire qu'à un endroit nous on pensait peut-être plaire à certains, peut-être beaucoup à certains et peu à beaucoup. Et puis c'est vrai qu'il s'est passé un truc un peu fou, c'est que j'ai senti ça un peu à Cannes, au moment où le film a été montré. C'est que les gens ont tellement parlé d'eux, je reviens un peu à ça, parce que c'est vrai que j'ai vu ça un petit peu avec la bataille de Solferino, les gens parlaient beaucoup d'eux, de leur vie, de leur intimité. Un petit peu moins sur Sibylle et Victoria, ils me parlent d'autres choses, mais moins de leur vie en fait. Et là, c'est revenu vraiment encore plus fort parce que le film, vraiment, je pense Et je pense que, étonnamment, je le crois encore plus maintenant, évidemment, mais bon, d'une part, je pense qu'on peut jamais rien calculer dans la vie. Parce que Sibylle, j'ai fait un film avec un casting 5 étoiles, avec un gros casting, tout le monde disait, ah, c'est génial, machin. Et le film, même s'il a fait des entrées, a été beaucoup moins remarqué. Donc je crois que en fait tout le calcul marche jamais dans le cinéma et que je pense que je reproduirai jamais ça dans ma vie, c'est une évidence. Il y a un endroit où je pense que étrangement, ce film arrive après la période du Covid, les gens ont vécu très différemment évidemment, des périodes plus ou moins sombres. Il y a un endroit où le feel good a été un petit peu remplacé en fait par des films plus... les gens sont en recherche de films un peu plus... épais, quoi, un peu plus. Ils ont moins peur de ça en fait. On s'en rend bien compte, même par rapport aux séries, par rapport à ça, il y a un désir d'expérimenter quelque chose de plus. Ouais, je sais pas comment dire. Plus.
Oui, plus profond, plus complexe. Voilà. Oui. Donc ce qui pouvait effrayer il y a quelques années, il y a un endroit où il y a plus d'appétit pour ça. Moi je l'ai toujours eu, donc moi ça me change pas vraiment voilà. Parce que j'ai toujours regardé en tant que spectatrice des films très dark. Enfin moi je regarde en plus énormément de films de genre, donc là j'ai encore découvert un truc ce week-end, pas mal. La fin est pourrie, mais tout le début est génial. La maison The House of the Devil avec Greta Gerwig en actrice. Ouais, 2006, la fin est nullissime. Mais les trois quarts sont géniaux. Tu as dit la même chose de The Changeling. Ouais, je suis désolée, c'est horrible, mais franchement, je pense. Non, The Changeling est mieux quand même en termes de réalisation. C'est vraiment moi je trouve ça un petit chef-d'œuvre, mais The House of the Devil, ouais, franchement, il y a un truc. Et je crois que Lena Dunham a fait quelque chose dessus, ce qui est très rigolo. J'ai vu au générique. Je crois qu'elle fait des voix, des cris. De Girls. Ouais, de Girls. Voilà, c'est très très rigolo. Non mais pardon, j'ai totalement dérivé, on revient... Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Non, et ce qui est toujours passionnant et en même temps déroutant par rapport à des films aussi, sont des films un peu hybrides ou avec énormément d'angles de lecture. Et on ne peut pas réduire le film à un seul angle. Je pense que ça, c'est ce qui a, j'imagine, un peu stimulé et fait fonctionner une sorte pas de bouche à oreille, mais on a aimé en parler. On a aimé parler du film et de ses interprétations qu'on pouvait avoir les uns les autres, comment ça résonnait dans les existences de chacun, je sais pas. Ouais, ça c'est super beau, mais ça c'est un mystère, parce qu'à un moment donné, moi, c'est là où c'est très étrange de faire des films, parce qu'en fait tu sais jamais, je pense que ça doit être pareil quand t'écris des livres, c'est qu'il y a un endroit où toi, alors ce qui est intéressant, c'est que plus t'es radical, plus finalement tu peux beaucoup plaire ou pas du tout. Moi je sais qu'encore une fois, pour revenir à la période où on écrivait, où je réalisais, etc., je sais qu'on n'arrêtait pas de se dire ensemble, en plus, moi, regardant énormément de films de genre, je savais qu'il fallait qu'on se démarque à un endroit, donc chaque scène, chaque chose, on se disait, il faut qu'on trouve l'endroit. Donc, pour revenir à là, les premières idées de films, c'est un film de genre, vouloir retourner avec Sandra Hüller, il y avait quand même la montagne, un chalet, la neige, un chien, un enfant aveugle. Un enfant aveugle. Il y avait quand même ces 4-5 pierres le tribunal, qui te permis de construire cet édifice. Ouais, complètement. Voilà. Ouais. Et l'idée, non mais surtout l'idée, si tu veux, parce qu'en fait moi je raconte toujours un peu les mêmes histoires, c'est toujours des histoires finalement qui sont pas extrêmement originales ou extrêmement folles en fait en termes de narration ou de spectaculaire, je veux dire. Mais en fait c'est la façon là de... Là il y a quand même un mort. Oui, non. C'est pas original, mais c'est Non, oui bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que je passe par justement le film de procès, le film de... pour finalement raconter un couple, une famille, etc. Donc je passe par ce prisme-là et ça fait qu'effectivement c'est nettement plus, excitant de cette façon parce que tu es par le prisme effectivement d'une accusation et de quelqu'un qui doit se justifier, se défendre. Donc voilà. Mais après l'histoire en elle-même, parce que moi qui regarde aussi beaucoup de séries, documentaires et documentaires sur des procès, etc. Finalement moi les cas qui m'intéressent le plus sont souvent des cas les plus simples. Je déteste tout ce qui est serial killer, tout ça, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours souvent un fait très 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 banal, genre une nana qui meurt, ou un mec qui meurt, un couple, un truc très très simple. On parlait de J. Simpson par exemple. J. Simpson, ouais, c'est vrai, mais je suis pas la seule. Ouais. Désolée, hein, c'est qu'il y a tellement de. Enfin, c'est pas très original, mais c'est vrai que c'est évidemment un cas qui m'a fasciné. Mais pour une raison, J. Simpson, ce qui est passionnant, c'est presque le cas le plus emblématique d'un cas extrêmement. Franchement le plus simple possible au monde, quoi. Un homme qui aurait possiblement tué sa femme et revirement du procès, le procès devient le procès presque d'histoire des États-Unis, l'histoire de l'Amérique, des droits civiques, ça vient balayer quelque chose de tellement plus immense en fait. Et c'est toujours un procès, c'est toujours ça, selon moi, c'est toujours la façade et ce qui va être derrière vraiment. Mais plus ou moins, il y a des procès qui sont franchement pas passionnants. En plus, celui-là, il y a eu une direction du direct, sa fuite était filmée en direct. Ouais, non, mais Simpson, il y a tellement de rebondissements en plus, puis c'est passionnant à plein de niveaux. Je pense que je suis pas la seule, j'imagine que plein de gens ici ont été fascinés par à la fois la série Arte et la série de fiction. Mais la série documentaire est vraiment... Moi, effectivement, je l'ai trouvé incroyable. Et c'est vrai que dans chaque fait divers, dans chaque comme ça histoire de procès, il y a souvent quand il y a victoire en gros, à un moment donné, il y a souvent une scène où les gens vont célébrer quelque chose en fait ensemble. Bon, J. Simpson, il y a évidemment ça après, ça
sa libération, et c'est une fête très étrange, quoi, parce qu'en fait, dans le cas d'O.J. Simpson, il y a quand même beaucoup de chances qu'il l'ait tué, Ah oui, oui. plus de chances que l'inverse. Mais dans ton film, un peu aussi. Oui, j'espère qu'elle l'ait tué aussi. Oui. Non. Bah, suivant les pays, ça change radicalement, je peux te dire, parce que c'est intéressant. Il y a des endroits où elle est totalement innocente, Ah oui, d'accord. et il y a des endroits où elle est totalement coupable. Donc Ah je oui, suis d'accord, très ok, contente. ok. Et Non, je pense à la scène du sushi ou à qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. J'aime bien beaucoup. bien sûr, ouais. Ouais. Mais justement, je faisais référence à cette scène qui m'a été énormément inspirée par l'affaire du petit Grégory et O.J. Simpson et plusieurs affaires. Grégory, parce qu'il y a une série de photos très très fortes aussi. On voit une sortie de procès, on voit tout le monde célébrer. En fait, pour moi, ça a toujours été une obsession. Comment est-ce qu'on vit l'après-libération et il faut célébrer ce moment-là, alors qu'évidemment, ça n'est pas un moment de pure victoire, quoi. Et en l'occurrence, là, on sait que tout va se rejouer à la maison, que l'enfant a probablement sauvé sa mère voilà, on voit bien qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a fait comme choix, il y a un trouble, mais que quand même Marge lui a dit de décider, donc à un moment donné, il a potentiellement sûrement aidé sa mère, mais que tout va se rejouer à la maison, quoi. Donc quelque part, il y a vraiment un enjeu énorme là sur cette scène, en tout cas de restaurant. Et d'ailleurs, vous verrez dans le DVD si vous l'achetez. En gros, il y a toute une partie des scènes. J'ai montré toute une variation de scènes avec Swan et elle à la fin au restaurant, et qui me touche beaucoup parce que c'est la dernière scène qu'on a tournée ensemble. Et c'est la dernière journée de tournage, je veux dire, et tout le monde était très ému. Et c'était très fort parce qu'on a tourné des heures, ils étaient très ivres, parce qu'ils avaient bu, mais pas dit qu'ils avaient bu, donc ils s'étaient servis pendant des heures d'alcool. En plus, moi, tu sais, c'est chiant sur le tournage, j'étais toujours en train de dire à l'accessoiriste, surtout tu donnes pas de vrai alcool et tout, parce que moi je pourrais plus tourner au bout de 2 heures. Il dit oui, oui, puis en fait l'accessoiriste est devenu hyper pote avec tous les acteurs, donc après il était là, il fait des clins d'œil, moi je dis oh merde, non. Donc en fait ils avaient bu énormément, donc ils étaient complètement pétés dans cette scène. Et donc c'est vrai que du coup tout arrivait, les rires, après les pleurs, enfin tout était facile à. Oui, c'est. Mais donc il y a eu beaucoup de versions d'ailleurs de cette scène parce qu'on a tourné des heures, et c'était une scène qui était vraiment qui est probablement la seule. Moi je suis rarement émue par mes rushs et par mon enfin, c'est-à-dire que j'ai quand même une forme de, je suis pas non plus à ce point-là en kiff de moi sur un tournage, quoi. Donc, je veux dire, souvent je suis dans le travail, quoi, et c'est l'une des rares fois où j'ai été émue vraiment par les acteurs, sûrement parce que c'est aussi à la fin, mais il y a vraiment une émotion qui se passe sur le plateau, quoi. Alors, grâce à on a pris le truc par l'envers. Hein, ouais. Mais oui, non, on part du chemin, on va y arriver. Mais grâce à toi, j'ai découvert, ça m'a fait voir, pas revoir, mais Juvenile Court de Frédéric Wiseman, et j'étais complètement bluffé. Et je me suis dit, j'ai beaucoup pensé à toi aussi, parce que tu viens aussi du documentaire, je crois on peut le dire, et on trouve cette veine-là aussi dans tes films. Mais il y a eu une parenthèse dans l'histoire où les gens donnaient des choses. Mais c'est incroyable. Incroyable. C'est un documentaire, mais c'est du. Mais Weissman, il a eu les meilleures années en fait. C'est fou. Il a eu les meilleures années. Moi, je pense ils ont même pas. Ils jouent même pas, quoi. C'est d'une puissance folle, quoi. Mais c'est marrant parce que moi, ça me fait vraiment. Ces films-là me font beaucoup penser à ma jeunesse, parce que c'est vrai que. La vieille qui. Non, mais c'est vrai qu'en même temps, réellement, il y a un endroit qui me ramène à mes années d'études, vraiment. De formation. Parce que ça a été une découverte extraordinaire, Weissman. Ses premiers films, évidemment, pour moi, c'est un immense réalisateur, vraiment un génie. C'est pas juste parce qu'il est là à la bonne période. Non, mais je dis ça aussi parce que c'est vrai que c'est une période très particulière, où les gens n'ont pas conscience du tout du regard de la caméra. Donc Frédéric Wiseman, documentariste américain, qui allait filmer des institutions, des hôpitaux psychiatriques, et qui là, dans Juvenile Court, va filmer un tribunal, un juge face à de la délinquance mineure et uniquement mineure, pas primaire, parce que parfois ils ont fait 2-3 choses, mais c'est la cour miracle, quoi. Et en même temps, il y a une vérité, parce qu'on sent que les gens ne sont pas habitués à la caméra. Ils donnent des choses incroyables, je trouve, c'est fou, c'est fou. Il y a vraiment... Mais c'est impressionnant parce que c'est... Comment dire moi, je sais que quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, c'est le début de Love Story. Je me souviens très bien parce que je suis rentrée et 6 mois après, il y a un mec qui me voit en me disant il va y avoir un truc dingue à la télé. Des mecs vont vivre dans un endroit enfermé et on va les suivre caméra H24 pendant, je sais plus, 3 mois, je sais plus combien de mois. Et on était là, non, c'est pas vrai, non, tu déconnes, ça existe ça, machin. Donc, mais ça va être dingue, les gens vont se mettre à jouer. Enfin, donc il y avait un délire.
Et je me souviens extrêmement bien. Donc j'avais, tu vois, 18 ans, 20 ans, quoi, un truc comme ça. Et je me souviens très bien m'être dit, ça va changer le rapport, en fait, à l'image. Les gens vont se mettre Et je me souviens que moi, c'était aussi l'époque où il y avait vraiment les petites caméras DV, que ça devenait un peu la HD, etc. Mais c'était le moment où d'un coup, ça devenait hyper simple de filmer, quoi. Il y avait aussi cette idée d'argent. L'économie est toujours très liée au cinéma et ça devenait pas cher, en fait. Énorme. Enfin, quand tout le monde allait pouvoir faire un film. Oui. Voilà. C'est-à-dire que même quand tu penses à Weizmann, c'est une autre époque, c'est de la pellicule, bon c'est sublime, oui. mais après il a fait plein de choses, lui, parce qu'il a fait de la pellicule, il a fait aussi de la vidéo, ça génial aussi. Il tourne toujours, oui. Il tourne, ouais. Et pour revenir à Une ville courte, ouais, moi c'est un film qui m'a bouleversée, qui m'a très très fort impressionnée, et qui m'a à tel point impressionnée que même après ça j'ai passé beaucoup de temps dans les tribunaux en France, j'étais déjà très très... Enfin, je regardais beaucoup de documentaires, tout cet univers-là me passionnait. Mais je pense que quand j'ai commencé, moi, à faire des choses, l'époque était tellement différente que j'ai commencé à avoir des menaces de procès, des problèmes énormes. Enfin, c'était constant, quoi. Puis j'avais des problèmes d'argent aussi, parce que je gagnais rien. Donc, du coup, à qui il fallait demander une autorisation, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, j'étais emmerdée, parce que je commençais un film, puis 2 ans après, je filmais un ado, un mec en face de chez moi. Je me disais, de toute façon, je veux plus que tu me filmes, en fait, maintenant c'est fini. C'était un gamin un peu fragile, quoi, psychologiquement, etc. Et, enfin, gamin, il avait 22 ans, mais je veux dire, je sentais qu'il avait un truc un peu fragile. Et je me souviens m'être dit, putain, mais comment je vais faire, en fait, tu vois, pour arriver à finir mes films, parce que j'avais tout le temps des menaces de procès, etc. Et je commençais à me dire, le documentaire, c'est compliqué aujourd'hui, quoi. Mais donc, je fantasmais, effectivement, toute cette période des années 70, de Shirley Clark, Portrait of Jason, etc. Enfin, toute cette fabrique-là aussi de narration. Et je pense aussi évidemment à un film incroyable de Jean Rouge, Chronique d'un été. Chronique d'un été, Êtes-vous heureux? Ouais, Êtes-vous heureux, je pense, qui est probablement le micro-trottoir, enfin peut-être le premier, je sais pas, enfin l'un des premiers, où historiquement on a l'impression de voir pour la première fois des gens répondre en fait sur leur vie. C'est un film qui m'a... Je vois une dame qui hoche la tête, mais c'est vrai que c'est vraiment un film qui m'a bouleversée à plein de niveaux. Hein. C'est un film qui est vraiment extraordinaire pour moi, qui est vraiment un des plus grands chefs-d'œuvre vraiment de l'histoire du cinéma. Et puis la façon dont les gens arrivent à parler d'eux-mêmes, ouais. à parler de leur vie, ouais. La conscience politique et sociale qu'ils Complètement. ont. Il y a une honnêteté, il y a une candeur, en fait c'est très très fort parce que en fait il n'y a pas du tout cette habitude-là. Aujourd'hui c'est l'inverse, les gens se protègent parce qu'il y en a partout, on est filmé tout le temps. Mais à l'époque il faut imaginer, il faut essayer de se remettre dans l'idée que voilà, c'était pas du tout normal en fait de faire ça. Donc c'est vraiment c'est des films qui m'ont très très fort impressionné. Et, ouais. Une question que j'avais, c'était est-ce que tu as déjà été juré, toi? Non, jamais. Ah, d'accord, ok. Je me suis posé la question pendant tout le film. Désolé. Non, pas du tout. Mais moi j'ai eu le même sentiment, ce sentiment très étrange d'avoir une intime conviction variée pendant tout un film, pendant ce qui était un procès, et de sentir pendant le film que c'était pareil, la façon dont travaillent les avocats. Oui. Et c'est pour ça que je me suis dit, elle a été jurée, c'est forcé, quoi. Non, mais j'ai passé beaucoup de temps au tribunal pour des affaires de comparution immédiate ou aux assises. Donc si tu veux, quand tu passes beaucoup de temps, quand tu acceptes de t'ennuyer aussi, de perdre du temps, de vraiment... c'est très long un procès, hein, c'est pas tout le temps marrant. Du coup, il y a quand même tu vois aussi, tu as accès quand même à quelque chose d'un peu de l'ordre de l'imperfection de chaque personne. C'est que tu vois bien que ça n'est pas du tout comme c'est dans les fictions, quoi. Alors, s'il y a des questions, déjà, évidemment, levez le bras, je peux être le seul. Bon, réfléchissez à vos questions. Sandra Hüller, que tu avais filmé dans Sibylle, je crois. Parle-nous d'elle, et je crois qu'elle a été présente très tôt à l'écriture du scénario, que tu as pensé très tôt à elle. Ouais. Et comment, voilà, moi je la trouve, je pense pas être le seul, mais je la trouve assez incroyable
d'humanité, de finesse dans le jeu, on voit pas ça si souvent que ça. Un jeu qui est pas volontaire, mais qui est juste une sorte d'organicité comme ça. Dans la nuance, toi, comment tu as travaillé avec elle, qu'est-ce que tu lui as demandé ou comment tu l'as dirigée? Je pense que Sandra, déjà moi je l'ai découverte d'Anthony Erdmann, ça a été un choc très fort. J'ai adoré cette femme, je me suis dit ok, c'est possible de jouer comme ça, de pas jouer en fait, même surtout. La sensation de rencontrer quelqu'un, même si précisément je l'ai rencontrée il y a 10 ans, elle m'a donné mon premier prix pour Vilaine fille, mauvais garçon, un court-métrage pour moi, donc à la Berlinale. Et on s'était croisés à ce moment-là. Et je m'étais dit, tiens, cette fille, il y a vraiment quelque chose, mais j'aurais jamais pensé faire jouer une Allemande en France 10 ans plus tard, dans le rôle principal. Disons qu'on a joué complètement aux antipodes de tout ce que je vois souvent quand je vois des femmes accusées dans les fictions, c'est-à-dire souvent, on va dire que, et pourtant il y a des films que j'adore, comme Témoin à charge de Billy Wilder, tout ça, enfin plein de films géniaux, mais où souvent la femme joue la femme fatale à double ressort, c'est-à-dire que c'est la femme très 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 maquillée, très très comme à deux masques pardon, qui en fait serait une personne, mais en fait finalement un jour une autre, etc. Donc on a essayé d'enlever tout ça et de jouer complètement autre chose en fait, de jouer quelque chose de sans masque, extrêmement honnête, extrêmement cash, ce qui est paradoxal de ce qu'elle joue, parce qu'elle joue quand même une femme très très spéciale, qui en gros n'a pas l'air d'être si simple que ça à déchiffrer. Donc, mais moi je lui ai demandé de ne surtout rien faire de duplice, c'est-à-dire de ne pas faire d'effet de style. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aussi quand tu fais lire un scénario comme ça à des gens, souvent les gens disent ah oui tu vas prendre quoi comme musique de film. En fait très très vite les gens se disent ok on entre dans le genre donc on va avoir un musicien de film de genre, on va avoir des effets un peu de personnages un peu bizarres. En fait ça appelle très très vite le genre à une façon de jouer. Et donc Sandra, en fait, on a fait l'inverse. Je lui ai dit, joue comme dans un documentaire, ça ne joue pas, joue comme une innocente. Ça ne fait pas d'effet de style, en fait. Fais comme si tout ce que tu faisais, tu le croyais. Que tu, voilà. Peut-être qu'il y a une seule fois quand elle dit qu'elle s'est fait un bleu sur le bras en se cognant, où là, on a travaillé un peu la manière, parce qu'elle ment, objectivement, là. Mais c'est vrai que on a essayé de faire zéro effet en fait. Après je te dis ça maintenant, en vrai sur le plateau on a essayé beaucoup de choses, hein, mais en tout cas on a été le plus proche de ça au bout d'un moment ensemble. Et puis ce que j'ai aimé c'est quelqu'un qui est objectivement d'une puissance de jeu assez impressionnante, c'est-à-dire que ce que souvent j'obtiens avec des acteurs au bout de 10, 11 prises, je l'obtiens en 2 prises avec elle. Donc les 10 autres prises qui vont me servir à travailler avec elle, on va les utiliser à faire d'autres choses, à s'amuser. Mais disons qu'elle arrive à un état, à se mettre dans des états très très intenses et très impressionnants en très peu de temps, quoi. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez rare, techniquement j'ai envie de dire, en tant que réalisatrice, d'avoir la chance de travailler avec des gens comme ça. Et puis c'est quelqu'un, oui, moi je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle joue avec ce qu'elle est, avec son âme, qu'elle m'a. C'est vrai que quand on a fini le film, je lui ai dit vraiment merci parce que j'ai l'impression que tu m'as laissé un morceau de toi. Mais vraiment, et j'ai vraiment ce sentiment-là qu'elle avait laissé un morceau d'elle. Et que, en fait, les films lui coûtent, qu'elle donne quelque chose vraiment. Je sais pas comment dire, c'est très bizarre, c'est un truc presque pas rationnel en fait. Non, mais oui, c'est exactement ce qu'on sent, et il y a un jeu, encore une fois, qui est... S'il vous plaît ? Oui, pardon. Je peux parler fort, sinon ça va. Oui, on enregistre, donc autant... Bonjour Justine. Bonjour. Déjà, j'aime beaucoup ton film. Merci. C'est le seul. Mais par rapport à l'écriture des dialogues, est-ce que c'était déjà tu l'avais fait avec tes acteurs? Est-ce qu'il y a eu de l'impro? Est-ce qu'il y a eu une différence entre les dialogues que tu avais écrits et les dialogues qui ressortent? Est-ce que c'est quelque chose que tu improvises sur le plateau ou tu es très strict dans ta direction par rapport à ça? Alors, de manière générale, en fait, la plupart du temps, moi-même, si l'acteur ne le fait pas, moi je le fais sur le plateau, c'est-à-dire que je casse assez rapidement le texte, ce que j'appelle casser le texte, c'est-à-dire justement, moi de manière générale, j'aime beaucoup déranger la petite musique en fait. Donc de toute façon, je vais souvent aller vers le fait de ramener de la fraîcheur constamment en fait, parce que le texte s'abîme en fait à force d'être lu, d'être joué en essai, etc. Donc j'ai plutôt, voilà. Après,
Des fois, je tiens très fort à des choses, par exemple la scène de la dispute, je crois qu'on l'avait énormément écrit. Très 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 écrit, beaucoup parce qu'on n'était pas content, on n'aimait pas ce qu'on avait fait. Et donc, je tenais assez, tu vois, aux expressions, etc. Mais franchement, souvent, je suis assez je suis assez cool sur l'endroit de la langue, parce que pour moi, c'est un endroit qui est tellement... J'ai fait une fois des essais pour quelqu'un en tant que comédienne, et c'est vrai que je me suis dit, heureusement, en fait, que des gens, des fois, ne te laissent libre, parce que des fois, il y a des mots où tu n'arrives pas à les dire, quoi. Donc, il y a des mots, ils sont pas bien choisis, ils sonnent pas bien, il faut les casser, quoi. Donc, non, je suis plutôt... Voilà. Après, je suis un mélange, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses très précises qui doivent être dites quand même, des fois, tu vois, il y a des mots qui sont, quand ils sont vraiment essentiels, on doit les dire. Mais souvent, quand il y a un problème avec un acteur, on tourne autour, on se débrouille, on trouve un... En tout cas, je suis pas du tout psychorigide là-dessus en disant voilà, tu dois absolument voilà, si je sens que l'acteur est mal, on trouve toujours des solutions, quoi. Ça t'arrive d'écrire avec tes acteurs avant le... Bien sûr, souvent on se retrouve ensemble. Enfin, écrire, c'est pas réellement écrire, mais c'est regarder ensemble. Souvent les acteurs, ça dépend lesquels, mais des fois il y a des acteurs qui viennent me voir en me disant est-ce qu'on peut se parler. Ils me montrent, ils me disent tu vois là, j'ai changé ça ou ça. Mais par exemple, Swan Arlo, il l'a fait pas mal de fois. Des fois, j'étais pas d'accord. Je me souviens qu'il y avait toute la plaidoirie, qu'il devait faire une mini plaidoirie, où il avait tout changé. Un jour, il m'a dit attends, j'ai tout changé. Et je lui ai dit non, là c'est carrément. Il me dit non, parce que là, je trouve ça mieux. Mais genre, et donc, du coup, on avait rigolé, je lui ai dit mais t'es sûr, parce que là, c'est quand même beaucoup de changements, quoi. Du jour au lendemain. Et puis, je l'ai laissé faire. Et après, je suis revenue à ce que j'ai fait. Donc, c'était assez comique. Mais de toute façon, moi, sur un plateau, les gens qui travaillent avec moi, ils sont insupportés par un trait de caractère que j'ai, c'est que je donne la parole à tout le monde, je demande son avis à tout le monde, et j'ai un côté très très, communiste en manière de diriger, qui peut emmerder des fois mes partenaires, qui disent arrête de demander à tout le monde ce qu'ils en pensent, et arrête d'écouter tout le monde dans ce qu'ils te disent. Au final, tu tranches. Oui, je tranche au montage. Au montage, c'est le moment c'est le moment pour moi de décision ultime, où vraiment là, c'est le moment le plus important, quoi. Mais c'est vrai que sur le plateau, on tourne beaucoup, donc on a aussi cette liberté-là. Je travaille pas en pellicule, ce que j'adorerais faire pour le prochain. Mais j'ai essayé ici, mais c'était trop cher. Mes producteurs ont dit non. Bah, je chante trop, quoi. Donc ils m'ont dit Justine, t'es gentille, mais... C'est-à-dire combien de prises? Bah, ça dépend. Mais par exemple, avec le petit, des fois c'était 22, 23, c'est arrivé, ouais. Ah oui, d'accord. Mais des fois c'était 10-12, hein, mais des fois c'était beaucoup plus, quoi. Ouais. D'accord. Avec le petit, bah, comme je travaille avec un enfant, les enfants c'est normal. En plus, moi je le préparais très peu avant parce que je voulais pas qu'il apprenne du par cœur. Donc des fois on a été obligé de faire beaucoup de prises, ouais. Mais c'était très très cadré, on était vraiment, on faisait hyper attention à tout. Mais par contre c'est vrai que, bah ouais, on n'arrête pas avant que ce soit bien, quoi. Donc on essaye en tout cas, des fois on s'arrête. Mais... Et en pellicule c'est vrai que l'idéal c'est de faire 5-6 prises, 7, ouais, 7 maximum, quoi. Bonjour. Bonjour. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué envers mon film, et que j'ai trouvé très fort en fait, et que j'avais l'impression de ne pas assez retrouver aujourd'hui, c'est ce traitement de l'incertitude. Oui. Désolé. C'est en fait ce que j'ai trouvé qui sonnait vrai dans le film et dans le personnage, c'est qu'à la fin, je puisse pas toujours finalement me faire une idée, je puisse pas réduire le personnage à quelque chose. J'ai pas l'impression de pouvoir la réduire, et j'ai l'impression que sa vie se définit pas par rapport à ses actions ou à une réduction qu'on pourrait faire de son intériorité, mais qu'elle se définirait par, en quelque sorte, par l'essence de ces problématiques existentielles, c'est-à-dire par l'ensemble des voies possibles que le film nous fait explorer, justement. Et je trouvais ça très intéressant parce que du coup ça parle aussi d'une romancière et d'un romancier qui essaie de s'accomplir. Et je voyais dans le roman, il y a un moment du coup dans le film où l'avocat de l'accusation prend un passage du roman de la romancière, donc, à charge contre elle, le passage où elle parle justement du meurtre de son mari. Et en fait, moi, ce moment, je l'ai interprété comme une mauvaise interprétation de l'avocat, de l'art du roman, qui serait davantage une exploration des possibles de l'existence. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce film,
c'est à quel point il poussait surtout vers l'exploration, plus que vers la définition, plus que vers le fait de circonscrire des personnages, d'assujettir le film à une morale réductrice ou à quelque chose de... Enfin voilà. Non, merci, ça me touche beaucoup ce que vous me dites, parce que c'est vrai que en fait, moi j'ai l'impression que plus le film avance, plus en plus ce type de film normalement c'est censé te dire voilà, tu comprends rien au début, puis tu vas de plus en plus comprendre qui est cette personne que tu ne comprends pas au début. Et en fait, je pense que c'est étrangement l'inverse en fait, c'est que plus le film avance, plus on se dit mais ah oui, elle est ça, mais elle est aussi ça, ok, elle est... Donc il y a une espèce d'addition de couches qui la composent et qui au lieu de justement définir cette personne de manière simpliste, va se complexifier, se densifier, pardon, pas se complexifier, mais se densifier. Et c'est intéressant parce que, en fait, pour moi, le film, j'en parle un peu depuis pas mal de temps, donc c'est un peu étrange, parce que c'est quand même un exercice nouveau pour moi. Ouais. Et je me dis de plus en plus que c'est un film sur le point de vue, en fait. C'est-à-dire qu'on démarre le film, en fait, on est trop près. D'ailleurs, on voit bien, on est près d'un enfant qui essaie de laver son chien, on est près des actrices, voilà, et on est trop près de ce couple qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, on entend la musique, il y a une musique qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Le mec parle pas, mais il y a de la musique très forte, etc. Et après, on est trop loin au procès. On est trop loin et on essaie de nous dire, ces gens étaient comme ça, mais en fait, on voit bien que justement la morale a remplacé l'endroit rationnel, etc. Et c'est marrant que vous ayez mis Blow Up parce que c'est vraiment... j'ai énormément pensé... j'ai beaucoup pensé à Blow Up de manière complètement... complètement abstraite derrière moi quand j'écrivais par rapport à cette image agrandie. Moi j'ai fait beaucoup de photos en fait, j'étais étudiante aux Beaux-Arts, j'ai fait beaucoup de tirages photos. J'ai même fait du tirage Cibachrome, donc qui était c'était du tirage couleur. C'est sublime, des tirages Cibachrome, c'est des tirages qui peuvent durer, je sais pas, 70 ans, 100 ans, ça ne bouge pas, c'est presque de la peinture. Et en fait, un des trucs, pourquoi je parle de ça, c'est précis, c'est parce qu'en fait, dans Blow Up, quand il agrandit en fait le tirage, t'as des... au bout d'un moment, tu vois le meurtre dedans, en fait. Pardon, du coup, j'ai peut-être... Désolée. Pour ceux qui n'ont pas vu... Pardon, désolée. Mais aujourd'hui, quand t'agrandis une image numérique, tu vois des pixels, quoi, en gros. Ça pixelise, quoi. Et moi, j'avais l'impression qu'au procès, on agrandissait comme ça une image, et que dedans, on ne voyait plus rien. Et qu'on te disait... Voilà, vous voyez bien, quand on agrandit cette image, on voit bien que ça et que ça. Alors qu'en fait, tu vois plus rien, t'es comme ça devant, quoi. T'es soit comme ça, soit comme ça, en fait, en permanence, en fait. Et donc, moi, j'ai le sentiment que c'est une tentative, en fait, d'approche de la réalité, le film, constamment. De se dire, voilà... et que la réalité, c'est un truc bizarre. Alors, il y a un acteur américain qui m'a dit un truc intéressant récemment, qui m'a dit, la vérité, c'est comme un lapin derrière les ronces, que tu peux l'apercevoir, mais tu peux pas le toucher. Si tu le touches, ça, je trouvais ça joli comme expression. Mais c'est vrai qu'il y a un truc en tout cas qui joue avec ça dans le film constamment. Et je pense que c'est la vérité, mais c'est le couple, c'est l'endroit aussi de la définition de soi. On essaie toujours de nous réduire, on essaie toujours de nous dire voilà, et en l'occurrence cette femme en plus qui est plutôt une femme qui est qui a l'air, j'aime pas ce mot puissant, je trouve ça vraiment con, femme puissante et tout. On l'a un peu trop entendu. Ouais. mais je veux dire, forte, on peut dire. Voilà, en tout cas solide, pas qu'il y a un truc, voilà. En maîtrise. En maîtrise, merci. Ça, t'en peux plus de femmes puissantes, c'est insupportable, vraiment. Comme s'il y avait les victimes, les puissants, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, elle est plus facilement attaquable parce qu'elle est comme ça. Mais c'est intéressant ce que vous dites, ouais. Mais justement, je voudrais réagir immédiatement en fait à ça. Désolé de monopoliser un peu un dialogue. En fait, c'est justement ça qui m'a fasciné, c'est la manière dont en fait, plus on essaie de se focaliser sur ce qu'on essaie de regarder, et moins on comprend. Un petit peu comme si on décomposait le monde. Qu'on voyait un objet, puis après qu'on voyait les atomes qui les composent, petit à petit jusqu'à ne plus rien y comprendre, et à partir d'un physique quantique. C'est en fait, plus on essaie de voir, et moi, ça me faisait penser en fait à un film des frères Cohen, c'est traduit par The Barber en français, des frères Cohen,
où t'as... Avec Billy Bob Thornton. Je l'ai pas vu, pardon. Là, justement, en fait, il y a un personnage en film qui dit, en fait, plus on regarde et moins on sait de choses. Ouais. Et ça m'a fait penser à ça. Ah, c'est beau, ouais. Et il évoquait pour ça la théorie du coup de physique, enfin le principe en physique quantique de Werner Heisenberg. Du coup, T'es pas en physique quantique? Non, pas du tout. Vous m'avez. mais bon, pour revenir, désolé, pour revenir sur le terrain du film, aussi, j'ai pas tellement, je me suis pas posé la question de si vous aviez déjà été juré à un procès, mais plutôt de votre rapport au roman en fait et à l'écriture. Oui, non, mais pardon, parce que j'ai pas répondu à ta question d'après. Oui, je vois ce que je veux dire. Quand tu parlais de l'intervention et du roman. C'est ça, l'intervention du roman, et le roman comme exploration des possibles, du coup des points de vue, mais aussi du fait que l'existence de chacun d'entre nous étant unique, ou en tout cas, on peut faire l'expérience de ce qu'on fait qu'une fois. Et justement, la notion d'expérience vient dans le procès avec des expériences qu'on fait, par exemple, du mannequin qui va faire la chute. Mais la chute en elle-même, la chute de cet homme, du mari, elle n'a intervenu qu'une fois, elle n'interviendra qu'une fois dans l'histoire. On ne pourra jamais réitérer cette expérience, mais à travers le roman, à travers la fiction, on peut réitérer d'autres mondes possibles, ou d'autres possibilités de l'existence. Et c'est quelque chose que je retrouvais beaucoup chez Milan Kundera. Je ne sais pas du tout si ça c'est... J'ai beaucoup lu, ouais. Si vous avez lu Kundera aussi, je ne sais pas du tout si ça vous a travaillé en fait. Ouais, parce que c'est quelque chose que... j'ai beaucoup pensé en fait à Milan Kundera et à l'insoutenable légèreté de l'être en regardant le film, notamment avec le chien en fait. Alors pardon, moi je l'ai lu il y a franchement 20 ans, et 25 ans, et je me souviens plus totalement en fait du... Et bien en fait, je me sens rien choc, mais je me souviens plus, ouais pardon. Non, c'est pas que je veux pas digresser sur Kundera, mais juste finir ça par une question. Oui. Eh bien, en fait, non, je me demandais juste, voilà, mais du coup j'ai eu la réponse. Si vous aviez eu enfin, voilà, si vous avez pensé au film en pensant à Kundera ou pas. Voilà. Bah, pas directement, mais ce que je peux juste dire vite fait, je vais aller très vite. Hein. Sur les idées de fiction, c'est qu'effectivement, comment dire, moi j'adore la fiction. J'adore la fiction, mais je suis comme tout le monde, c'est que si tu me dis, voilà, tu sais, ce film, va le voir, il est dingue, et en plus c'est une histoire vraie. Ah bon, c'est une histoire vraie, elle a vraiment vécu ça, machin, ça. Évidemment que je suis comme ça, je suis comme tout le monde, qu'est-ce que tu veux, évidemment c'est humain. Mais après, je crois que j'aime tellement la fiction parce que, en plus, plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point, déjà d'une part, plus tu fais de films, plus tu vois les gens en fait derrière. Ils ont beau se cacher, que tu les vois quand même. Bah, tu commences à comprendre un peu comment ils sont. Mais c'est surtout qu'il y a un endroit où, étrangement, quand les gens pensent tout dire, absolument tout dire de leur vie, de leur intérieur, de leurs abysses, de leur machin, de leur mère, de leur père, de leur sœur, etc. En fait, des fois, ils en disent pas tant que ça. Ils disent les faits, ils disent la première couche, quoi, apparente, mais ils en disent pas tant que ça. Mais après, moi, je suis voyeuriste, évidemment. Tu vois, évidemment. Donc, tu me dis, je vais regarder toutes les merdes possibles sur tous les faits divers, etc. Enfin, je suis une commence, mais j'ai un peu honte, quoi. C'est mon côté, on a plein de branches de vampires en tant que réalisateur, et c'est la branche dont je suis pas forcément fière, tu vois. Quand tu vas vraiment sucer le sang des endroits où tu sais que vraiment c'est pas, voilà. Mais la fiction, pour moi, c'est l'endroit où tu peux, comment dire... J'adore Joan Didion aussi pour ça, c'est parce qu'effectivement, elle pensait qu'elle résolvait sa vie, ses problèmes réels en écrivant avec son mec. Moi, je pense pas ça du tout. Mais je pense que la fiction explose le mal, quoi. La fiction explose... Déjà, je pense que la fiction te permet de grossir, d'élargir tout, quoi. Souvent, les gens me demandent si c'est ma vie, ce que j'ai eu dans le film. Alors déjà, d'une part, Arthur est vivant, et heureusement pour moi, on a d'autres perspectives que juste de jalouser l'un l'autre et d'être... voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant quand tu écris un livre, un film, je pense aussi d'aller dans un endroit de médiocrité, de laideur, de saleté, si tu n'y vas pas vraiment... Franchement, c'est un peu facile. Enfin, tu vois, et je sais que quand on écrit avec Arthur, on se disait, il faut qu'on plonge un peu dans la merde. Si tu ne plonges pas dedans, tu sais, ça va être le problème de deux mecs, tu vois, parisiens, qui se grattent le nombril en se demandant... Enfin, à un moment donné, si tu veux... Donc c'est intéressant aussi de se dire à quel niveau tu vas plonger. Et ça fait mal de plonger des fois. Parce que moi, j'avais peur de ce film. Pendant très longtemps, tu vois, me l'a rappelé l'autre jour, et je ne m'en souvenais pas du tout. Mais que je disais, j'ai peur de ce film, je veux faire une comédie. J'arrêtais pas de dire, pendant que je faisais la comédie, pendant que j'écrivais le film, j'arrêtais pas de dire tous les soirs,
oh putain, il faut que je fasse une comédie là. Je me sens pas bien, il faut que je fasse une comédie après, etc. Je suais vraiment des fois, puis c'est le Covid en plus, tu vois, tout, hein. C'était quand même spécial la période, quoi. Moi j'ai un bébé de 9 mois, j'en pouvais plus, enfin, plus d'école, voilà, après ma vie était évidemment bien plus privilégiée que la majorité des gens, je le dis quand même, hein, parce que contextualisons. Mais c'est vrai que y a un endroit où ce film, en fait je crois que les films sont des fantômes, des monstres avec lesquels tu vas devoir vivre, en fait, et qui vont, en fait, d'une certaine façon te infuser en fait dans ta vie. Je crois beaucoup à ça par contre. Je crois que les films te bouffent à un endroit, quoi. Parce que là, moi, je trouve ça super, hein, la promo, etc., mais c'est quand même spécial de... C'est quand même pas... C'est pas hyper gay comme film. Mais par contre, il y a un endroit où la fiction détruit en fait le mal, quoi. Détruit la race. Moi, je crois vraiment à ça. Ça explose parce que ça a déjà été vécu. Ça a été vécu dans une fiction, ça a été joué, quoi. Donc ça, tu peux plus le rejouer. Moi, si à un moment je commence à m'engueuler avec quelqu'un de la même manière, on rigole, on dit putain, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça a déjà été fait, en fait, d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, pour moi, il y a un endroit, la fiction, c'est pour ça que je sais pas si la fiction ou les films peuvent changer le monde, etc. Je pense que, évidemment, en fait, que tu peux donner une vision des schémas qui n'ont pas encore été montrés d'une certaine façon, et du coup, tu donnes à montrer quelque chose où les gens peuvent se dire, ah oui, je peux vivre comme ça, ou je peux demander ça, parce qu'en fait, c'est pas normal. Tu t'autorises, quoi. Voilà. Mais... Bon, pardon, j'ai trop divergé. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais le film aussi, Ouais. on essaie de prendre par bout, par bout. Il est tentaculaire, mais comme Sibylle l'était, même si j'ai eu du mal à finir de le monter parce que le film faisait 2 heures de plus normalement. Mais je pense que j'ai l'habitude d'écrire en mode sériel presque, en fait. Et... Mais ça, tu le disais aussi, que ce film-là se destinait à être un temps, ouais, une série. Ouais. C'est ce qui nous étonne pas, mais ce qui nous surprend encore. Oui, la première fois que j'ai appelé mes producteurs, je leur ai dit, j'ai écrit, mais je pense que c'est une série, c'est trop gros, ça va faire 3h30. Non, tu peux faire le film et la série. Oui, non, ça c'est après. La deuxième fois après, quand je suis en montage, j'ai dit, faut que vous appeliez un autre monteur, on va monter une série en même temps. Parce que je trouvais ça horrible de jeter la poubelle de ce film, était trop bonne. Je me disais merde, parce qu'on a jeté 1h30 de film, parce que ça y avait 1h30 de plus. Et donc je disais mais merde, c'est pas possible, on va pas jeter tous ces trucs géniaux, parce que non pas que c'était moi qui me trouvais bien, attention, c'est que je voulais dire que les scènes que je jetais, je les trouvais vraiment bien jouées. Oui, je vais tourner quand même. Mais bon bref, oui, c'est vrai que c'était très tentant, et puis j'ai eu envie, et ma productrice Marie-Ange Luciani, parce que j'ai 2 producteurs, m'a dit ah tu fais chier, tu feras une série plus tard, vas-y, tu peux encore faire des films, bouffe dans la boîte encore un peu, quoi. Peut-être que le prochain tu pourras plus parce que j'en sais rien. C'était une période très spéciale quand j'ai écrit ce film, période où plus personne n'allait au cinéma, tout le monde dit que le cinéma était mort. Enfin, ça arrive souvent qu'on dise ça. Oui, mais là on l'a dit. Mais on l'a beaucoup dit, donc moi quand j'écrivais, je veux dire, les gens ils me disaient toute la journée, je crois que tu te rends pas compte, Justine, tu auras 0 entrée avec ton film. Donc moi j'ai vraiment écrit le film dans cette perspective-là. Je veux dire vraiment de... C'est pas l'objectif, mais disons que... Non mais je veux dire, j'avais ça en tête, et puis c'était le Covid, je veux dire, c'était la fin du monde en même temps. Donc il y avait quand même... D'ailleurs tous les jours je me disais, mais à quoi bon écrire ce film quand même, alors que je pourrais écrire des films sur la fin du monde par exemple. Ouais, donc il est teinté de... Ouais, il a été pensé... une question par rapport aux comédiens, au choix au casting, au choix des comédiens hommes, à Swan et à Antoine Reynard, qui jouent... où le film, à un moment, est vraiment une joute aussi entre ces 2 hommes qui ont un profil particulier. À la base, je crois que le personnage de Swan, tu voulais que ce soit une femme qui le joue, non? Ou je me trompe? Il y a eu pour... non, c'était pour Antoine Reynard qu'on a hésité pour une femme. Général, d'accord. Ouais. Et puis c'est vrai que... Non, mais ça a été très compliqué à trouver les 2. Alors, non, Swan c'est directement... Très tôt, je l'ai appelé et je lui ai proposé le rôle. On a juste fait des tests pour lui en anglais, parce que c'est quand même spécial de parler beaucoup anglais, donc on a vu son niveau de langue. Mais tu voulais cette masculinité, ce profil... Oui, très... Voilà. Lui, quand même, une androgynie quand même assez forte chez Swan. Et je voulais vraiment l'anti Dupond-Moretti, en gros, pour être assez... anti Olivier Gourmet, qui est super, qui a un super acteur, mais qui est vraiment... Tu penses Olivier Gourmet, tu te dis, c'est l'acteur français, quoi. Qui pourtant est belge, mais je veux dire, en gros, qui va jouer dans tous les films français, enfin voilà, tu vois. Mais je veux dire, en gros, l'idée d'une certaine façon, d'aller un petit peu contre une forme de représentation un petit peu vieillotte, on va dire... pardon, ça y est, j'ai dit une saloperie. Pas du tout Olivier Gourmet, je voulais dire, mais Ah, ça c'est horrible, vous le cutterez ça du coup, c'est horrible, c'est le seul truc qui va ressortir, tu sais, genre Olivier Gourmet. Non mais je veux dire, en gros,
C'est juste l'idée d'avoir quelqu'un de peut-être un peu moins, comment dire, coffre, voilà. Non, mais c'était clair. Ouais. Bah, c'est vrai que quand tu vas dans des ça existe, hein, mais je veux dire, il y a les deux. Il y a aussi des avocats plus différents, quoi. Il y a plein d'avocats maintenant plus jeunes qui n'ont pas forcément, il y a des micros, n'ont pas besoin d'avoir une grosse voix. Mais historiquement, traditionnellement en France, c'est vrai qu'il y avait l'idée que ce devait être des hommes qui en imposent, qui avaient un grand coffre, etc. Maintenant, je veux dire, on voit bien que la masculinité, quand même, a beaucoup évolué. Et commence à contaminer un peu les films, mais tranquillement. Et les films les fictions de procès, je trouve que ça arrive très lentement, quoi. J'en ai vu beaucoup. Il n'y a pas tant de renouvellement de l'image, de l'icône de l'avocat, quoi. Et un des trucs qui m'a beaucoup aidé, c'est un film de Fleischer. Moi, je suis très très fan de Fleischer. Je pense que vous en avez ici. Pas suffisamment. Ouais, j'aime tellement. Mais tu parles beaucoup de Terreur aveugle. Tous, moi je les aime tous. Enfin, tous, il y en a fait vachement. Est-ce que tu as vu The New Centurion Skin? Ah non, je l'ai pas vu celui-là, merde. Mais c'est. Merci. J'ai adoré, il y a des gros fans. Les flics dans le Paris, c'est ça. Ah non, pardon, excuse-moi, mais Démon avec George C. Scott. Oui. Démon, excuse-moi, j'ai oublié le titre, évidemment. Ah non, mais c'est. Extraordinaire, avec la femme avec ses enfants, c'est dingue. Et puis lui qui se. C'est très. Non, mais de toute façon, c'est un génie. C'est un génie, ce mec. Non, bien sûr. Et puis moi, je suis très très amoureuse de George C. Scott. Pour moi, c'est un génie. Enfin, cet acteur est. D'ailleurs, dans The Changeling, Peter Medak, il est vraiment génial. Pardon, j'ai perdu le fil, pardon. Pourquoi j'ai ça? Fleischer, parce que je voulais dire. Oui, voilà. Il y a un film que j'aime pas beaucoup de lui, par contre, qui est pas un chef-d'œuvre. Je vous conseille pas de l'acheter du coup, mais de le pirater juste pour se plaisanter. Non, mais c'est juste le génie du mal. Et il m'a beaucoup inspiré. Franchement, il est inégal. Mais par contre, vous pouvez l'acheter que pour ça. Mais à la fin, il y a une scène de plaidoirie avec Orson Welles. Pourtant, c'est Orson Welles, donc on imagine le mec comme ça. Et il se met à chuchoter à peine en disant oui. C'est d'après un fait divers réel de deux mecs qui ont tué une nana par jeu. Deux mecs de classe sociale aisée. Ça avait déjà inspiré la corde pour Hitchcock. Sauf que Hitchcock avait enlevé la partie homosexuelle qu'il avait trouvée à l'époque. On sait ce qui se passait à l'époque. Sous-titres. Voilà. Oui, en sous-titre on le sent, mais je veux dire, c'est pas du tout assumé. Alors que le génie du mal, Fleischer, qui est toujours beaucoup plus doc, beaucoup plus brut et beaucoup plus dur, ça passe. Bon, après, les acteurs jouent pas très bien, mais Orson Welles, la plaidoirie extraordinaire, exceptionnelle. Et je me souviens, moi, je me suis endormie. C'était encore pendant la période du Covid, donc en gros, moi, je me suis endormie un soir. Et le lendemain, Arthur m'a dit putain, t'as déconné, à la fin, il y a un truc génial. Et donc j'ai vu la plaidoirie en fait qui est dingue et qui nous a tellement inspiré que du coup après on a dit ok, il faut prendre un mec qui a une voix qui a pas du tout une grosse voix, prendre un mec qui a une voix qui fait pas aucun effet de style. Et c'est avec cette en plus il fait un truc vraiment génial Orson Welles, c'est qu'il se met à il se lève, il fait un truc complètement à l'inverse de tout ce que tu imagines, c'est-à-dire qu'il se met à accuser les mecs accusés, c'est-à-dire qu'il est censé les défendre et il commence à dire mais évidemment qu'ils sont coupables. Il démarre dans un truc complètement inverse de ce que tu peux imaginer pour finalement aller venir te rattraper, etc. à la fin, mais de manière très 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 subtile. Et c'est très étonnant parce que c'est des films, on en voit souvent des films comme ça où d'un coup tu vois que dans un film où tout est un peu daté, t'as 2-3 acteurs qui t'amènent une modernité et tu fais waouh, t'as l'impression que c'est un acteur d'aujourd'hui, quoi, tu vois, qu'il n'y a aucun effet de. Et donc là c'était très impressionnant. Mais dans sa bio, Fleischer en parle parce que lui il dirige Orson Welles quand même. Donc, il en parle là. Oui, dans sa bio. D'accord. C'est assez passionnant. Et tu parles beaucoup d'Étrangleur de Boston aussi. Ouais, parce que je pense que c'est le film que j'ai le plus vu en prépa. Tony Curtis. Ouais, avec Tony Curtis. Tony Curtis, c'est hyper intéressant ce qui se passe. Les split screen et tout ça. Ouais. Mais parce que moi, il y avait des split screens dans mon film jusqu'au montage. Ah, oui. Ok, d'accord. Et en fait, ça a totalement disparu, mais c'était, il y avait toute une partie split screen qui était très inspirée justement de l'Étrangleur, avec toutes les parties presse en fait, que pendant les parties presse médias. Et donc ça c'est passé on l'a fait, on a testé pendant 4 mois et à un moment donné j'ai pas assez tourné pour ça aurait été un effet bref, ça aurait été pas intéressant et du coup on l'a mis à la poubelle. Mais par contre pour plein d'autres raisons aussi, L'Étrangleur de Boston a été avec Opening Night les 2 films que j'ai le plus vus avant. Donc mon chef-op m'engueulait tout le temps parce qu'il me disait mais pourquoi tu tournes pas en pellicule vu que tu ne regardes que des films des années 70 en pellicule. Donc après ça a été des discussions, des bras de fer avec mes producteurs.
mon chef-op, moi, on peut le faire en pellicule, etc. Et puis après, en plus, le film de Paul Thomas Anderson est sorti au moment de la décision de ça. Et donc, moi, je vois le film de Paul Thomas Anderson qui est juste un chef-d'œuvre, Licorice Pizza en pellicule. Je dis, oh, je veux cette pellicule. Je dis, ma gueule, c'est la pellicule la plus chère qui existe sur le marché. C'est-à-dire que c'est carrément c'est plus que du 35, c'est du super 35, je sais pas quoi, bon bref, qui coûtait 10 fois plus cher. Donc, il m'a dit, non, mais oublie tes rêves. On n'a pas du tout les moyens de payer ça, Justine. Donc, du coup, on a tout mis à la poubelle. Peut-être pour le prochain film. Bah, j'arrête pas d'en parler, ouais, mais si tu veux, c'est quand même un luxe délirant. Et des fois, ils exagèrent un peu parce que, enfin, c'est l'avis de mon chef, mais il me dit, il y a une telle peur de ça, en fait, aujourd'hui, les producteurs, parce qu'ils se disent, ça va, tu vois. Mais en fait, des fois, c'est pas si plus cher que ça. Ça dépend vraiment, effectivement, combien de tutos, hein, combien de. Ouais. Voilà. Ça peut même être moins cher si on tourne moins. Oui, voilà. Donc, voilà, maintenant, voilà, bon, bref, c'est un long débat. Je peux préparer vos questions parce qu'on va faire la discussion, mais une question sur l'enfant. Bah, il faisait froid il y a quelques. Mais on va. Ouais. Non, mais pas de problème. C'est bon. Non, sur l'enfant. Direction de l'enfant, moi je me suis posé des questions bizarres. Je me suis posé des questions sur l'âge de l'enfant et sur l'intelligence. Non, il y a une cour intérieure. Sur l'âge de l'enfant. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir, il faudrait quelqu'un de plus jeune, plus vieux, voilà. Et sur l'intelligence, c'est un enfant qui cherche la vérité. Même lors de sa plaidoirie, je me suis dit, mais il est supra-intelligent, quelque part. Ouais, complètement. Est-ce que c'était déjà... Pour te répondre très franchement, ça a été un problème pendant toute la partie écriture, parce que tous les gens lisaient le scénario, ils disaient, cet enfant n'existe pas. Je sais pas d'où vous l'avez écrit, mais il n'existe pas, quoi. Donc du coup, nous, on était hyper emmerdés, parce que pendant très longtemps, on a fait un gros casting, on ne trouvait pas l'enfant. Après, on a cherché plus âgé, on s'est dit, bah, il n'existe peut-être pas, donc on va taper dans les 14-15 ans. Et en fait, 14-15 ans, il y avait vraiment une vraie évolution, ils étaient trop mûrs, il y avait plus ce côté vraiment enfant. Mais ce regard sur les parents, c'est-à-dire cet enfant qui veut avoir, qui ne comprend pas ses parents, qui voit l'étrangeté chez ses parents, et je pense qu'il y a un âge où ça nous intéresse et un âge où ça ne nous intéresse plus, mais il y a quand même un âge particulier où c'est un monde, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi je me souviens quand j'écrivais, je regardais ma fille qui avait. Ma première fille qui avait 9-10 ans, et où je me disais, ah ouais, ça commence à être un truc différent, quoi. La manière dont elle me regarde, comment elle me juge, etc. Donc je me disais, tiens, c'est intéressant cet âge en fait où les gamins commencent à devenir vraiment autre chose, quoi. Et du coup, je pense que forcément ça m'a influencé, tu vois. En plus, donc oui, je pense qu'il y a des trucs qui m'ont forcément influencé, ouais, forcément. Et après, c'est vrai que moi j'étais très influencée. Pour moi, je cherchais le gamin, une espèce de morphing de Jean-Pierre Léaud et du gamin du 6e sens, quoi. Donc si tu veux, quand je demandais, je disais, alors tu vois, je voudrais un gamin un peu comme River Phoenix, mélangé avec, tu vois, Jean-Pierre Léaud, ou ma directrice du casting me disait, ouais, c'est simple, c'est hyper facile, ça sera à tous les coins de rue, quoi. Et on regardait beaucoup le film aussi, River Phoenix, la merde. René Ganti, non. Ouais, René Ganti, ouais, beaucoup. On l'a beaucoup montré aussi à Milo. Il avait une liste sympa, hein. Lui il a eu comme une liste sympa de films. Il s'est fait une bonne cinéphile. Oui, puis il n'est pas très cinéphile de base, donc du coup on l'a un peu forcé, enfin pas forcé, mais montré des trucs, quoi. Question. Levez le bras ou prenez la parole. Profitez-en, il nous reste 5 minutes. Au fond, France, une question? Oui. Bonsoir. Pardon. Moi j'ai une question sur la représentation de la... Je suis là, pardon. Ah pardon. Sur la représentation de la sexualité, parce que contrairement à Sibylle et Victoria où vous filmez vraiment frontalement, là on en parle tout le temps, mais elle n'est jamais représentée. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été vu dès le début, et enfin un parti pris qui a été pris dès le début? Est-ce que ça vous est venu plus tard de jamais la représenter? Non, c'est intéressant, on m'a jamais posé cette question-là. C'est vraiment intéressant parce qu'en plus, on en a beaucoup parlé nous, entre nous, parce que c'est vrai que moi, sur mes 2 précédents films, j'avais des scènes de sexe, et donc forcément beaucoup de préparation avant, etc. C'était prévu, et même, il y avait juste
un baiser entre Swan et Sandra qui a été viré au montage, mais dans la neige quand ils sont ivres, dans la nuit, etc. Il est dans le... Je crois que j'ai laissé la scène entière dans les bonus. Mais je trouvais complètement 90s, et puis les producteurs m'ont dit mais c'est tellement ça casse le film, etc. Mais en vrai je pense que le film va tellement à l'encontre de ça, c'est-à-dire que le film est vraiment, il n'y a plus la possibilité en fait de la jouissance, les sentiments sont gelés en fait dans le film. Et tout est tellement disséqué, et ça ressemble tellement en fait à notre époque, à ce qu'on vit en ce moment pour moi. Il y a un endroit qui est tellement... il y a un endroit qui est... Ouais, pardon, c'est moi ça? Ah moi en fait je savais pas que j'avais pas éteint, pardon. C'est hyper bizarre, ok. En fait, non. Désolé, en fait ça fait 1h30 que ça sonne pas comme ça tout le temps. Non, je suis à moitié sourde donc là... ok. Bon bref, donc en tout cas oui, en gros, en tout cas oui, c'était vraiment conscient. Et ouais, je pense qu'il parlait quelque chose de l'époque, de jeunesse, de ça. Oui, pour moi il y a un truc et comment dire, ce personnage-là en tout cas il est dans une situation de trac en fait, et de situation de tout est annulé quoi, il n'y a plus de rien quoi. Et comme de toute façon effectivement, et c'est très bien dit ce que vous avez dit sur le fait que justement on en parle, c'est que tout ce qui a été, tout ce qui est sexueux ou ce qui est l'ordre du sexe sera, juste c'est de la parole en fait et de l'interprétation. Et de la surinterprétation. Et d'ailleurs, je pense que la scène de fin au restaurant où elle le prend comme ça dans les joues, ça a été un truc que j'ai improvisé au dernier moment. Et c'est la scène la plus sexuelle du film. Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, elle m'érotise en tout cas. Mais complètement. Mais parce que elle lui regarde ses yeux, yeux comme et puis elle jamais, veut pas quoi. Donc il y a un oui, truc oui, que tu te dis c'est plus possible. Moi, je pense que si le film raconte un truc, c'est qu'en tout cas cette histoire qu'ils ont eue avant, parce qu'on se doute qu'ils ont eu une histoire Swan et elle, n'est plus possible parce qu'il y a un truc, enfin je veux dire, quand on t'amène un tel une telle description analytique de quelqu'un comme ça pendant des années, en fait tu peux plus du tout vivre, enfin c'est très compliqué de revenir entre guillemets à une forme de virginité ou une forme de fraîcheur quoi en gros. Donc ce qui n'empêche pas les sentiments, mais en tout cas il y a l'idée, enfin en tout cas moi je sais quand je pense au film je me disais un baiser ou juste un regard même, ou même un désir de baiser sera plus fort que l'action quoi en gros. Et mais bon, j'adorerais refaire des films avec des scènes de sexe parce que c'est toujours très rigolo, et stressant. Pour les comédiens, j'ai pas l'impression. Ça dépend. Ah non, mais ça dépend avec qui, comment, etc. Il faut avoir une grande confiance et tout bien préciser avant avec des coachs, des machins et des trucs. Mais par contre, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire et que certains acteurs adorent faire. Moi je sais qu'il y a des acteurs qui adorent. Tout le monde n'est pas non plus Non, il y a une peur, des fois il y a une peur ou une inquiétude normale, mais quand il y a un accompagnement, voilà. L'idée étant vraiment que ce soit quelque chose d'agréable pour tout le monde, que ce soit pas un truc horrible. Ce qui est terrible dans les scènes de sexe, c'est quand rien n'est préparé. Ah oui, tu te débrouilleras, alors là, tu iras m'embrasser le cou, tu le touches. Ah bah oui, tiens, tu le touches le sang si jamais tu tombes dessus. Enfin, tu vois, là c'est l'horreur. Hein. Parce que là, le mec se dit putain, merde, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Donc là, c'est un cauchemar. Hein. Non, mais ça, c'est effectivement. Donc tout l'approximatif dans les scènes de sexe, c'est terrible. Et pour faire une blague, par exemple, sur le civil, j'étais quand même avec Virginie Fira et 6 mois avant, et je me souviens très bien que Virginie me disait je veux que tout soit préparé, le moindre truc tu me le notes. Donc j'avais fait exprès, j'avais fait une blague, j'avais écrit 3 pages de description, à tel point que c'était hyper emmerdant à lire. Parce qu'en fait en vrai c'était carrément, oui alors là ta main va glisser légèrement là, etc. En fait évidemment que tu peux pas, voilà. Et Nils m'avait dit en douce, alors moi ne me dis rien parce que je comprends rien, si je commence à lire des trucs ça me perd, ça me paume, etc. Donc je me dis putain si les deux me disent des trucs opposés. Et récemment j'ai rencontré, pardon de faire du name dropping mais c'était trop mignon, Paul Mescal à Londres, je sais pas si vous voyez, qui joue dans le Normal People mais aussi dans After Sun, voilà, etc. Et moi je suis un peu groupie de mes c'est pas très original. Et je lui demandais comment ça se passait les scènes de sexe sur Normal People. Et puis j'ai vu un film qui va bientôt sortir qui s'appelle All of Us Strangers, que j'ai vu à Telluride cette année, qui est avec lui qui joue un couple homo. Donc il a fait couple hétéro, couple homo. Donc je lui dis mais comment tu fais tout et il me disait j'ai un coach d'intimité, etc. Et je dis ah oui j'ai l'impression que t'aimes beaucoup les coachs d'intimité. Et là il me regarde et il me dit
En public, je dis ça, mais en vrai, en vrai, des fois, c'est compliqué parce qu'ils te parlent beaucoup, beaucoup. Et je trouvais ça hyper mignon. L'idée qu'en fait, en gros, ça rassure tout le monde, mais des fois, les coachs te parlent tellement que ça te casse dans ton élan, en fait. C'est que des fois, tu es en plein élan et quelqu'un te dit « Ça va ? Tu te sens bien ? Ouais, ça va hyper bien, etc. » Sauf que ça te casse dans ton élan de... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en gros, des fois, c'est très... voilà, mais c'est toujours mieux qu'il y en ait qu'il n'y en ait pas, évidemment. Mais ça crée des situations de comédie, des fois, je crois. Je sais pas pourquoi on a dérivé sur le sexe comme ça, mais... Il y avait une question, il y avait une question. Ah, pardon, ouais. Oui, non, désolé. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a envie de parler de plein de choses, mais on est un peu limité par le temps. C'est le travail sur le son, on n'a pas parlé. Le travail sur les trous du récit, on n'a pas parlé. Moi, j'ai juste une dernière question sur le... Je me suis posé une question de rythme. Je me suis dit, mais comment elle a, même entre les plaidoiries, entre le rythme du film, comment l'action en fait du film. Est-ce que tu y as pensé, parce que le film apparemment faisait plutôt 3h30 que... il était minuté à 3h30 au début. J'imagine que c'est des questions que tu dois te poser précisément ou... Après moi c'est vrai que sur ce film je me suis un peu détendue aussi, parce que si tu veux, le truc c'est que le rythme ça devient un souci très important au montage. Mais au tournage, si t'es trop dessus, je crois que des fois tu fais des trucs pas très bons, parce que c'est pas des questions... parce qu'il y a des trucs qui sauteront de toute façon, et tu sais jamais exactement lesquels. En revanche, au montage, sur ce film, c'était très compliqué, parce qu'en vrai, on était très proche d'une architecture très documentaire. C'est-à-dire que le début était forcément beaucoup plus long, parce que là, on zappe toute une partie de l'instruction, tout. Donc il y avait des ellipses, mais il y avait quand même plus d'événements. Et il a fallu à un moment donné se rendre compte qu'on arrivait au début du procès épuisé. Et donc on s'est dit, bon, le film peut être long, mais est-ce que ça a un intérêt que le spectateur arrive totalement épuisé au moment où, tu vois, ça allait être après le début de... Donc, mais c'est des trucs que franchement, je défie quiconque de s'en rendre compte vraiment totalement avant. D'accord. Peut-être à part, tu vois, David Fincher, qui, à mon avis, lui doit tout, sans que tout est absolument millimétré de partout. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui sont pas simples et en montage, qui viennent assez facilement. Non, parce qu'en regardant le film, je me suis dit, mais il y a un vrai, dans les plaidoiries, il y a une vraie jubilation aussi, des dialogues et tout ça. Comment elle tient le tempo, la respiration du film, les relâches, moi, je trouve que le film est un peu trop speed des fois. J'ai du mal à trouver des endroits pour... voilà. Mais c'est vrai que le moment, pour moi, quand on écrivait, le moment du rythme, c'était vraiment le moment du procès. Parce qu'il y a le personnage de Reinhardt qui rentre en scène et que Reinhardt amène le rythme. Il est très très rythmé. Il a quelque chose de... Et même comme il envoie son texte, il ponctue. C'est le début vraiment de l'altérité très violente, quoi. C'est le début de la méchanceté, quoi. C'est quand tu balances des atrocités à quelqu'un qui doit réagir, c'est un match. Donc le match, tu te réveilles. Enfin, c'est comme... Pour moi, dans le film, c'est le moment où moi, même en tant que spectatrice de mon film, je me souviens, je me réveillais des fois, je me disais, ah oui, putain, ok, ça démarre quand je sais pas que je m'endormais avant, mais avant, il y a un truc qui est plus, qui se met en place. Et là, c'est le moment où vraiment ça démarre, et puis c'est le moment où elle s'en prend plein la tronche, concrètement. Donc c'est le moment aussi où elle doit être très réveillée. Après, moi, je pense qu'on a essayé en tout cas de ne pas être trop... on est elliptique déjà, on essaie de pas trop l'être, pour pas être trop dans l'efficacité. On l'aide énormément, le film l'aide énormément, il joue avec ça. Il joue avec tous les projets. Si t'as envie d'en parler ou pas. Ah bah non, mais je veux bien, mais c'est juste qu'il y a pas... Enfin, pour l'instant, je fais que de la promo partout, donc j'ai des idées, mais je veux dire, c'est très embryonnaire, quoi. J'aimerais beaucoup te dire... Oui, d'accord, ok. Ah oui, là, t'es toujours dans la... c'est que techniquement, c'est vraiment une campagne, les Oscars. Hein. C'est pas un truc... c'est vraiment impressionnant. C'est un truc politique, quoi, assez fort. Donc tu fais le tour des... c'est que je travaille tout le temps, je me suis jamais arrêtée, quoi, en fait, concrètement. Mais j'ai des idées, j'ai 2 projets embryonnaires, un cher, un pas cher. C'est ce que je peux dire. Un très peu cher, voilà, des gens dans 3 pièces et un autre beaucoup plus cher. Ouais. Mais en France, ici en France ouais, en France. Avec des comédiens français après j'ai peut-être une idée avec des... comment dire... Moi j'aime bien l'idée de faire travailler des gens avec des origines différentes, etc. Ouais. Oui, on sent qu'il y a cet appel. Ouais, j'aime bien. Bon écoute, super, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors on va faire la dédicace ici, là, vers l'écran, là, juste vers cette petite table. Donc vous pouvez acheter le DVD ou le Blu-ray à la caisse et puis venir ici, il y aura une file d'attente qui va se faire.
Et je déconnais tout à l'heure sur les piratages, c'est important d'acheter et tout. Non. C'était une blague. Hein. C'est pas très drôle en fait, parce qu'il y a tellement de piratage, mais.